Bonjour Anaïs, Bonjour Nicolas, comment tu vas? ça va super bien. Merci de prendre du temps. On va discuter de ton activité, on va Avec parler plaisir. de toi aussi, on va découvrir qui tu es et ce que tu fais. Ok. Bah, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Donc je m'appelle Anaïs Lecoq et je suis diététicienne depuis D'accord. bientôt 10 ans, donc dans la région de Binche ici et Mhm. aussi celle de Givry, un petit patelin pas loin de Mons, à 15 minutes plus ou moins de Mons. D'accord, ok. Diététicienne, qu'est-ce que tu proposes comme service, comme outil? Quelles sont les techniques? Qu'est-ce que tu utilises finalement Mhm. pour accompagner les gens à la perte de poids? C'est ce que Oui, tu c'est fais ça. principalement? Donc je fais principalement dans la perte de poids, donc c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc moi j'utilise Mhm. pas le mot régime parce que pour moi le régime c'est assez drastique. Mhm. Et donc moi, je préfère utiliser le mot rééquilibrage alimentaire. Donc c'est quelque chose de plus doux, de plus tempéré, où vraiment chaque plan est calculé de manière spécifique et individuelle. Donc je ne descends pas les calories trop bas, comme ça peut être le cas dans beaucoup d'autres rééquilibrages ou régimes. Mhm. Je fais aussi attention à tout ce qui est prise de sang, parce que je demande à mes patients qui viennent avec une prise de sang pour avoir un état global au niveau de la santé, voir s'ils ont des carences qui pourraient les freiner. Je fais aussi fort attention à la psychologie des gens. J'utilise aussi le développement personnel, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une prise en charge, je dirais, globale. Et qu'est-ce que j'utilise aussi d'autre? Oui, j'ai engagé une psychologue qui Ok. travaille avec moi et ça permet de gérer les choses un peu plus compliquées parce que le poids, c'est pas que l'assiette. La plupart du temps, c'est dans la tête et donc on essaye de prendre ça en charge aussi. Ok. Qu'est-ce que tu proposes comme méthodologie? Est-ce que pour perdre X kilos, si c'est mon Mhm. objectif, est-ce que je dois couper drastiquement ce que j'étais en train de manger hier pour passer à la moitié des portions aujourd'hui? Quoi le process? C'est Non, quoi ton point pas de vue par rapport à ça, ton ouais, approche? pas forcément. Mhm. Ça dépend un peu de ce qu'on mangeait avant. J'ai plus de gens qui ne mangeaient pas assez, surtout de femmes qui ne mangeaient pas assez, Ok. plutôt que de femmes qui mangent de trop. Donc ça va, à l'inverse, on pense toujours on doit supprimer des choses quand on veut s'alléger, mais Mhm. souvent chez les femmes à l'heure actuelle, avec toutes les idées reçues qu'on a, les femmes ne mangent pas assez, et donc souvent je dois augmenter leur quantité. Bien sûr, ça arrive aussi que on doit diminuer les quantités parce que certaines personnes, effectivement, mangent des quantités trop importantes, mais je ne vais jamais diminuer de moitié ou même de trois quarts. Les quantités, je vais vraiment y aller tout doucement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles je ne déroge pas, et je vais le dire une bonne fois encore, Mhm. comme le déjeuner salé. D'accord. Parfois, les gens sont encore un peu surpris que je travaille de cette manière-là, et donc c'est super important que les gens sachent que quand ils viennent chez moi pour prendre un rendez-vous, leur alimentation va changer pour un mieux, mais Mhm. il faut qu'ils soient OK avec le fait de déjeuner salé. C'est la seule chose sur laquelle je ne Ça, transige c'est une règle jamais. vraiment Ouais, c'est la règle d'or. Ça, primordiale, c'est la règle même d'or. mes collaboratrices savent Ok. que ça, je ne change pas. C'est Pas ça. Et possible. donc, déjeuner pour toi égale obligation. Il y a des choses qu'on pourrait entendre de style, bah voilà, je mange pas le matin, comme ça je vais faire attention ou Oui. je vais faire une espèce Oui, de jeûne intermittent comme le pour jeûne essayer de perdre intermittent, du ouais. poids. Et c'est quoi ton Moi, je suis ton pas point de vue? spécialement pour, mais je sais D'accord. que voilà, il y a des personnes qui l'utilisent. Là où je ne suis pas spécialement pour, c'est qu'actuellement, les gens qui l'utilisent ne font pas véritablement du jeûne intermittent. C'est-à-dire que pour faire du jeûne intermittent, pour moi, il faut savoir le nombre de calories dont on a besoin sur une journée. D'accord. Pour Ça, la c'est plupart des gens, ce n'est pas le cas. Et donc, ils ne font pas du jeûne intermittent, ils Mhm. font un saut de repas. Maintenant, si ils savaient les calories dont ils avaient besoin sur la journée et qu'ils répartissaient ces calories sur une certaine fenêtre ou deux repas, Bien là, sûr. ça pourrait être du jeûne intermittent. Mais c'est pas, Oui. c'est pas C'est- bon dans tous les domaines. C'est ça. Si finalement mon premier repas est à midi, que je ne déjeune pas le matin, mais au lieu d'une assiette, j'en mange 3, Mhm. c'est pas forcément, si C'est mon pas nombre de calories va spécialement le plan de augmenter par l'année. jour, c'est pas forcément Je dirais le que dans un bon premier temps, souvent les gens qui viennent me voir, ils ont des réelles difficultés avec leur alimentation en termes de qualité, de D'accord. quantité. Je pense qu'il faut repartir de la base. Et une fois que la base est acquise, alors peut-être qu'ensuite on peut essayer d'autres choses qui pourraient peut-être mieux leur convenir. Mais dans tous les cas, il faut commencer de la base et Mhm. ne pas commencer à mettre des paillettes et des feux d'artifice autour quand déjà la base n'est pas solide. Ça se passe comment quand on veut perdre du poids? Est-ce que toi, tu es plutôt dans le côté court terme où on va mettre quelque chose en place pour atteindre l'objectif Mhm. et ensuite, ou c'est plutôt du moyen et du long terme? Comment tu... Donc c'est plutôt du tu vois les moyen et du long terme. D'accord. Maintenant, ça dépend de l'approche des personnes aussi. Moi, Oui. je fais en sorte que la prise en charge puisse durer sur le long terme, mais il arrive parfois que les gens voient ça comme quelque chose de temporaire parce qu'ils ne sont pas toujours prêts à changer effectivement sur le long terme. Ça demande de mettre en place certaines habitudes. D'accord. Et parfois, les gens, comme ils n'ont pas encore compris leur pourquoi c'est important pour eux de s'alléger ou d'améliorer leur santé, ils font la prise en charge et puis ils reprennent tout doucement leurs mauvaises habitudes. Et parfois, ils reprennent derrière. Moi, je fais en sorte de faire un plan qui évite ce genre de choses, mais il faut que la personne derrière soit prête à, entre guillemets, changer de vie et être au clair avec les objectifs. Je peux faire une partie du travail, j'épaule, mais
j'ai besoin de la collaboration de la personne sur le long terme pour qu'on puisse garder nos bonnes habitudes et les maintenir sur la durée. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit voir comme temporaire. Non. Et en même temps, la personne, tu rends acteur et actrice, finalement, les personnes que tu accompagnes, parce qu'il y a une espèce d'accord de deal passé avec eux. Ouais. Qu'est-ce que tu remarques qui est compliqué pour les gens ? C'est dans la démarche déjà d'aller voir une diététicienne, c'est peut-être déjà pas quelque chose de facile, mais qu'est-ce qui peut être compliqué ? Est-ce que tu remarques Souvent, les gens sortent de mon cabinet... Je ne sais pas si on doit dire ça dans un podcast, mais parfois ils me prennent pour la moitié d'une folle, parce que souvent ils ont été habitués avec d'autres diététiciennes ou d'autres personnes dans le domaine qui coupaient vraiment les féculents, les matières grasses, etc. Et là ils sortent de chez moi, ils ont des féculents à tous les repas, ils ont de la matière grasse, ils ont des petits plaisirs. Et donc ils se disent, enfin, elle a peut-être pas compris que je voulais m'alléger, à mon avis elle a un peu perdu la tête, mais non, je n'ai pas perdu la tête. Donc ça c'est la première chose, ils sont super surpris de... À partir de leurs croyances, finalement ils pensaient qu'en allant, on allait retirer ou supprimer certaines choses comme le gras ou le sucre ou les féculents. Oui, c'est ça. Et ils sortent de là, ils en ont peut-être, pour certaines femmes plus qu'avant, et c'est très compliqué pour elles de laisser tomber ce qu'elles pensaient être une vérité et d'aller vers autre chose. Et donc souvent, dans ces cas-là, il y a parfois un petit peu d'auto-sabotage. Il faut parfois un petit peu de temps pour qu'elles se fassent à l'idée que... Et quand elles le font, elles voient que le poids se débloque, qu'elles ont des résultats. Et donc là, c'est OK. Mais sinon, avant ça, c'est vachement difficile pour elles. Difficile. Ça, c'est une chose. Autre chose, les gens ont vite tendance, dans la difficulté, à revenir aux anciennes prises en charge qu'ils avaient faites, où ils perdaient plus facilement. Parce que les gens veulent que ça aille vite. Actuellement, on est toujours hyper pressé dans tous les domaines. Et j'ai certaines personnes qui me demandent de perdre 5-6 kilos sur un mois. Pour les vacances. Pour les vacances, c'est ça. Pour les summer body. Et le fameux régime, on l'a fait plusieurs fois, le régime soupe ou le régime, soupe, ou le monodiète, ou finalement d'utiliser quelque chose dans un but, mais finalement après qu'est-ce qui se passe, quoi. Et souvent les gens veulent, quand ils sont pressés et un peu acculés comme ça, veulent revenir à leur ancien plan parce que dans leur tête, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'ils voulaient un résultat, ils l'ont eu rapidement, et donc dans leur tête, ça a bien fonctionné. Sauf que dans la réalité, c'est pas le cas, puisqu'on se retrouve en consultation à en discuter, et c'est compliqué pour eux de matérialiser la différence entre les deux. Et donc, généralement, je leur donne l'exemple avec l'architecte. Admettons, vous construisez une super belle maison. La maison, elle est vraiment magnifique, vous en êtes super content, mais après 3 ans, la maison, elle s'écroule. Et vous décidez de refaire appel au même architecte pour reconstruire la même maison. Ça n'a pas de sens. Il faut des bases, des fondations solides pour que la maison soit... C'est ça. Et donc, là, c'est que les fondations, effectivement, n'étaient pas super solides, ou voilà, il peut y avoir plein d'autres choses, mais les gens, ils oublient parfois l'essentiel, et quand on leur donne cet exemple, ils se disent, ouais, non, effectivement, si ma maison s'écroulait au bout de 3 ans, je ne retournerai pas vers le même architecte en demandant les mêmes plans et faire les mêmes choses. Le but, c'est pas de perdre 5 kilos, c'est de perdre 5 kilos et de garder le poids idéal, ou pas prendre 10. C'est pas forcément que de la perte de poids, ça peut aussi être, les gens viennent me voir pour des problèmes de thyroïde, pour des problèmes spécifiques. Des burn-out. D'ailleurs, explique-nous ça. Alors, il y a une analyse et finalement un bilan sanguin qui est demandé. À partir de là, il y a quelque chose de hyper personnalisé en fonction de peut-être éventuellement des carences, de ce qui devrait... Donc sur base de la prise de sang, donc je regarde effectivement s'il y a des carences, etc. S'il y a des choses qu'on a pu, à côté desquelles on a pu passer, comme par exemple de la résistance à l'insuline, des hypothyroïdies qu'on ne voit pas dans les prises de sang, mais où les gens ont les symptômes, des perméabilités intestinales, des burn-out, des problèmes hormonaux au niveau de l'ovulation, je ne sais quoi d'autre, ça c'est surtout des problèmes féminins. Parce qu'actuellement, on passe à côté de pas mal de choses parce qu'on fait des prises de sang traditionnelles et c'est très compliqué au niveau de la communication entre le corps médical et les diététiciennes. C'est très compliqué d'avoir des prises de sang qui tiennent la route, des prises de sang complètes. On a tendance à penser que si la prise de sang montre rien, il ne se passe rien. Mais sauf que la personne, elle a tous les symptômes, par exemple d'une hypothyroïdie, d'une résistance à l'insuline. Et donc, c'est difficile aussi d'obtenir les informations nécessaires. Ça commence à s'améliorer, mais souvent, c'est une petite bataille. Pour pouvoir communiquer et finalement faire parce que c'est le le patient qui se d'infos. retrouve vraiment au milieu et lui, il ne sait pas toujours sur quel pied danser. Mais en tout cas, quand on a les informations, on essaye d'utiliser, j'essaye d'utiliser la micronutrition, la phytothérapie, la gémothérapie et ce genre de choses pour tenter de pallier à ces problèmes. Mais bien sûr, il faut du temps. Ça se fait pas. C'est pas parce qu'on a la prise de sang et qu'on met la complémentation en place que ça se fait tout seul. Il faut que l'alimentation soit là, parce que l'alimentation, ça reste la première base. On peut prendre tous les compléments de la terre. Si on mange tout et n'importe quoi, ça fonctionnera jamais. Donc, et comme tu dis, souvent, on est dans peut-être un monde où on cherche à aller vite. Et donc, on est prêt peut-être aussi à tester des choses qui, niveau marketing, sont peut-être très très bonnes. Perdre des 10 kilos en une semaine grâce à ce shaker avec tout. Mais pour toi, ton approche est... On part de l'essentiel, de la base, et donc
La micronutrition, c'est ça? La micronutrition, c'est vraiment l'étude des aliments et de... Non, vraiment, ce que j'essaie de mettre en place, on part des problèmes de base. Donc, les gens, voilà, ils ont des soucis de poids ou des soucis de santé. Quel est le problème de base? Ça peut être un problème dans l'assiette, ça peut être un problème au niveau, effectivement, des hormones, ça peut être un problème au niveau du mental. À savoir que mentalement, c'est difficile, émotionnellement, c'est compliqué. Et donc, on essaye de mettre les choses en place. C'est pour ça que je travaille avec une psychologue, que voilà, je me forme continuellement à l'hormono, à la phyto, etc. Et que bien sûr, il y a l'assiette, mais c'est vraiment un ensemble, et c'est un ensemble qui prend du temps. On n'a pas de... Oui, on peut avoir des résultats rapidement, mais les problèmes qui sont ancrés depuis longtemps prennent plus de temps à être résolus. Et donc, il faut que les gens soient patients, et il faut aussi que les gens prennent les choses en main. Parce que parfois, ils attendent aussi de la diététicienne qu'elle fasse le travail. Moi, je peux donner les clés. Mais après, c'est aux gens d'ouvrir les portes. Je ne peux pas ouvrir chaque porte avec chaque personne. Je fais déjà beaucoup, je fais le max, mais à un moment, la décision doit venir de la personne qui prend rendez-vous. Est-ce que tu remarques aussi finalement que dans les plans alimentaires, etc., dans le rééquilibrage, c'est un petit peu comme les médicaments, où on sait que malgré les médicaments prescrits par les médecins, pas mal de personnes ne prennent pas leurs médicaments. Est-ce que c'est un petit peu aussi dans l'idée où ils savent ce qu'ils doivent faire, ils sont conscients et ils ont envie, ils ont une volonté, mais que derrière, dans le quotidien, c'est difficile? Oui, je pense que c'est un souci chez environ, peut-être la moitié des personnes. Elles pensent être prêtes. Et en fait, est-ce qu'elles sont prêtes à faire le nécessaire? C'est pas toujours le cas. Alors, certaines vont arrêter, mais sans forcément chercher à comprendre ce qu'il y a eu derrière. Mais j'en ai de plus en plus aussi qui persévèrent et qui disent « Ok, j'ai vraiment envie d'atteindre mon objectif. J'y parviens pas. J'ai un petit saboteur interne qui ne me permet pas toujours de faire ce que j'ai envie. Je vais aller voir pourquoi. » Et donc là, ça, c'est vraiment chouette parce que la personne décide de se prendre en main. Il y a un souci, elle s'en rend compte, mais elle ne se contente pas de se dire allez, je m'en occuperai quand j'aurai le temps, ou je le ferai quand je serai moins stressée. C'est trouver la raison profonde et un peu le pourquoi. C'est ça, c'est trouver de chercher pourquoi on veut s'alléger. Pourquoi on veut s'alléger. Ouais. Et j'essaye de mettre ça de plus en plus en lumière parce que les gens viennent avec l'envie de s'alléger, mais derrière l'envie de s'alléger, il y a envie d'augmenter sa confiance en soi, l'envie d'améliorer sa santé, l'envie d'être plus disponible pour jouer avec ses enfants, l'envie d'améliorer sa relation de couple ou ce genre de choses. Donc la perte de poids, c'est qu'un moyen. C'est le moyen pour parvenir à... Ouais. Et donc si on se fixe sur genre je veux perdre du poids, c'est plus compliqué aussi de tenir sur le long terme parce que si le pourquoi il n'est pas suffisamment puissant, dès qu'on va avoir une difficulté, on va avoir tendance à revenir sur ses mauvaises habitudes parce que le cerveau, il adore le calme et les habitudes. Lui, quand on le sort de ses habitudes, il n'est pas super content. Et donc, dans un sens, c'est un espèce de petit combat continuel. Mais si le pourquoi, il est suffisamment présent, là, c'est différent. Je prends toujours comme exemple avec moi ce que j'utilise pour le travail. À certains moments, c'est compliqué, il y a la fatigue qui est là, il y a beaucoup de choses à faire, il y a de la pression quand même, il y a des enjeux, mais l'envie que j'ai de transmettre l'information qu'il faut arrêter de penser, qu'il faut s'affamer pour s'alléger, qu'il faut supprimer les féculents est tellement présente et je veux tellement que ça perdure et que je parvienne à transmettre ça, que peu importe les difficultés derrière, ça ne sera jamais suffisant que pour m'abattre, c'est impossible. Et donc, j'aimerais bien vraiment que les gens ils trouvent ça, la même motivation, le même pourquoi. Et quand ils ont trouvé le pourquoi suffisamment puissant... Et ça, ils ont un drive assez puissant. Ils savent qu'ils peuvent s'accrocher même dans les moments durs. Ils vont se plonger là-dessus pour savoir qu'on doit tenir bon et que c'est suffisamment profond et ça ancré les motive suffisamment. Pour pouvoir les motiver. Ok, donc la partie motivation dans l'accompagnement de la personne est aussi important. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai été voir du coup une diététicienne aussi. Je me suis rendu compte que oui, j'avais les idées pour savoir quoi faire, quoi manger. J'avais déjà des pistes. Ce qui me poussait à aller voir la diététicienne, c'était de rendre des comptes. Et donc de savoir que je savais que j'allais passer devant la balance quand j'allais aller chez elle. Et donc, les jours d'avant, c'était toutes les 2 semaines, je savais que j'avais pas envie de devoir justifier. Et ça me poussait justement à mettre des efforts aussi en place parce que je sais que je ne suis pas seul et que je me suis engagé auprès d'une autre personne aussi à mettre ça en place. C'est pas le tout d'aller voir chez la diététicienne, c'est est-ce que je vais faire les actions nécessaires qui vont m'amener à mon résultat. Dans l'idée, cette partie accompagnement et support, soutien de la personne, pour toi, elle est primordiale? Oui, c'est vraiment essentiel parce que les gens viennent justement pour être accompagnés. Après, comme je dis, voilà, on donne les clés, mais il faut un moment ouvrir les portes. Mais on a mis en place toute une série de choses, comme j'ai dit, la psychologue, mais on a ici demandé aux gens de noter ce qu'ils mangeaient, par exemple. Ça peut paraître contraignant, mais les 2 premiers mois, on leur demande de vraiment bien noter, de traquer tout ce qu'ils mangent, parce que certains se rendent pas forcément compte de ce qui se passe. Ils ont vraiment l'impression, ils ont vraiment l'impression de bien le faire, et on voit que ça part d'une bonne intention. Ils n'ont pas du tout l'intention de mentir ou quoi, mais dans la réalité,
En fait, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on avait dit. Et donc, parfois, après, ils sont un peu perturbés, genre, ouais, je fais des efforts, j'ai l'impression vraiment de donner ma vie pour ça, et j'ai pas de résultat. Et quand, enfin, ils notent ce qu'ils mangent et qu'on analyse tout ensemble, ils se disent, ah ouais, je comprends pourquoi là, ça fonctionne pas. Je décide de le modifier ou pas. Parce que quand on note, on peut se dire, j'ai mis en lumière ce qui cloche. Je peux très bien décider de ne pas le modifier, je ne suis pas obligée. Ouais. Mais au moins, je sais ce qui cloche. Tandis que quand on a l'impression de donner sa vie, de bien le faire et qu'on n'a pas de résultat, on se dit, purée, alors j'arrête, je laisse tout en plan. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on a mis aussi en place. On a mis en place des petits fichiers tracking. Il y a aussi des recettes qui sont postées 4 fois par semaine. C'est ça. Il y a des posts de motivation. On va vraiment chercher la réelle source des problèmes pour que les gens aient des déclics et se disent, OK, je dois être absolument acteur de ma santé, de ma prise en charge. Je ne peux pas laisser les choses dans les mains du destin. Parce que souvent, les gens se disent... Enfin, souvent, non, allez, dans 50% des cas, ils se disent « Oui, mais j'ai ceci qui est prévu, j'ai cela, j'ai ma vie sociale, j'ai mes enfants. » Oui, tout ça, c'est valable. Comment on compose avec ça tout ça, c'est valable, mais toutes les excuses qu'on peut se donner, qu'elles soient valables ou pas, vont pas nous aider à atteindre notre objectif. On peut les entendre. On doit à un moment se dire « Ok, je dois décider d'être acteur de ma prise en charge de perte de poids ou de santé. » Parce qu'à ce moment-là, quand on prend 100% des responsabilités, le cerveau commence à chercher des solutions. Tandis que quand on se dit... quand ça sera les bonnes circonstances, quand il fera du soleil. 1er janvier. Voilà, c'est ça. On commence un régime à lundi. C'est impossible parce qu'on ne peut pas contrôler les autres. Non, c'est ça. Et on dit toujours, mon mari c'est compliqué, il y a mes enfants, mais on ne peut pas contrôler. Non. On ne sait déjà pas se contrôler soi. C'est de prendre responsabilité finalement, parce que c'est pas de ce qu'on fait. De ce qu'on fait. C'est déjà tellement compliqué de se contrôler soi. Alors si en plus, pour mettre quelque chose en place, il faut attendre que les autres personnes avec qui on vit, ou que notre entourage, ou que les planètes s'alignent, ça devient vachement difficile, quoi. Donc voilà, c'est vraiment être acteur. Je sais pas si tu as vu, mais il y a 2 jours, il y a une nouvelle étude, une nouvelle recherche qui est sortie avec, au niveau des jeunes, 1 jeune sur 5 est actuellement en situation d'obésité. Ça serait, je pense, d'ici 10 ans, on va encore augmenter. 35 millions. C'est un chiffre assez important. Comment toi tu vois ça, c'est quoi les tendances et qu'est-ce qui fait en sorte... Tu parlais pas mal du côté sédentarité et je sais qu'aussi le côté sport est peut-être quelque chose d'important pour toi, ton personnel, en tout cas le côté activité physique. Oui, l'activité physique. Qu'est-ce qui fait que les personnes, ou chez les jeunes ou même en tendance générale, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça selon toi ? Effectivement, la sédentarité, le fait qu'on soit de plus en plus derrière les écrans, on sort beaucoup moins qu'avant, enfin, tout est à portée de main, tout doit aller hyper vite. L'alimentation aussi, ce qui est à notre disposition, on a de plus en plus d'aliments sains, mais on a aussi de plus en plus d'aliments qui ne le sont pas. Quand on voit déjà même les pubs qui passent à l'heure du goûter ou au soir, c'est toujours des trucs de nourriture et on fait pas passer des pommes vertes, quoi. On fait passer des Kinder Bueno, de la Gundas ou je ne sais quoi d'autre. Donc ça, c'est vraiment... Et quand je suis en consultation avec les enfants, j'en ai quelques-uns, c'est très très difficile au niveau des habitudes parce qu'ils ont tendance à manger du... C'est peut-être que mon impression, mais je pense pas. C'est du pré-mâché. En fait, ils ont vraiment l'habitude de manger du haché, des saucisses, des choses où il y a beaucoup de gras, beaucoup de goût, etc. Et donc derrière, c'est très compliqué de leur faire manger des choses équilibrées. Alors après, il y a une nouvelle tendance qui sort à ce niveau-là. Il y a des logopèdes qui s'occupent de ce genre de choses. On appelle ça des troubles de l'oralité alimentaire. C'est quelque chose qui est en train de se développer pour trouver une solution à cette problématique qui est de plus en plus présente. Et franchement, il y a des bons résultats là derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à explorer quand les enfants ont vraiment des grosses difficultés à manger de tout, parce qu'en fait, ils ont vraiment un panel hyper restreint et souvent, ils vont vers des bonbons, des biscuits. Je travaille avec... mon coach sportif, il est aussi... professeur dans une école et il dit les collations des enfants, certains se baladent à l'école avec 3, 4, 5 bonbons, des choses complètement dingues. Et voilà, est-ce que c'est parce que les parents ont vraiment peur que les enfants aient faim ? Est-ce que c'est eux aussi grignotent ? Enfin, c'est super compliqué. Je pense que la problématique, elle est super importante. Mais en tout cas, donc, la tendance... Il y a de l'éducation aussi, à l'assiette à faire. Parce que de toute façon, nos habitudes, on dit parfois, j'ai pas mal de patients qui me disent « Oui, mais moi, mais dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont en surpoids, etc. » Alors, je dis pas qu'il peut pas y avoir un peu de génétique dans tout ça, attention, qu'il n'y a pas d'autres problématiques derrière. Mais il y a aussi, comme je dis souvent, une génétique des habitudes, à savoir qu'on a été habitué à manger ça. Et donc forcément, on le reproduit. Il faut peut-être après rencontrer quelqu'un d'autre, notre compagnon ou quoi, pour qu'il mette ses habitudes dans les nôtres et que ça change. Mais de base, on a les habitudes de ses parents. Et donc si nos parents ne mangeaient pas bien, forcément, on va avoir une de base, on est forcé à pas bien manger. Ouais. Donc c'est vraiment de nouveau la base. Et peut-être des cours alimentaires dans les écoles, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment, mais enfin, la problématique, elle n'est pas évidente à ce niveau-là. Avec quelle grande idée reçue tu n'es pas d'accord dans le domaine de l'alimentation ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Une tendance, mérite le poil.
qui hérissent le poil, et peut-être des personnes auraient tendance à penser ça ou nous faire penser ça, et avec lequel toi tu n'es pas d'accord. Le plus gros, ça je pense que maintenant les gens commencent à le savoir, c'est le fait qu'il faut supprimer les féculents pour s'alléger. Ça me rend folle. Ça me rend vraiment dingue parce que je vois dans le quotidien que c'est pas le cas. Et je sais que pas mal de personnes le font, mais voilà, moi j'ai plein de mes patients. Les régimes cétogènes, c'est ça on dit oui, cétogène, cétogène, mais ça c'est vraiment l'extrême. Ça c'est l'extrême. Un régime cétogène, c'est vraiment peut-être 10-15% de glucides à tout casser. Okay. Moi dans mes plans, j'en ai entre 45 et 50. Donc ils sont présents. C'est ça, oui, ils sont présents. Donc il y en a matin, midi et soir. Il n'y a pas du tout besoin de supprimer les féculents pour s'alléger. Si c'est vers ça qu'on doit aller, c'est qu'il y a une autre problématique derrière. Et de nouveau, dans ces cas-là, on se trompe de problème de base. J'ai par exemple des femmes, c'est souvent un truc de femmes, parce qu'elles suppriment les féculents le soir ou en journée. Mais après, elles vont manger un bonbon, un biscuit, elles me mettent une boule de mozzarella, elles me mettent... J'ai pas mangé de tartine à midi, mais... Mais après, elles ne le savent pas. Non, et donc, c'est pas de leur faute. C'est tellement les idées reçues sont importantes et tellement on peut raconter, pardon du mot, de conneries, que dans leur tête, voilà, les féculents, le soir, ça fait grossir. Les œufs, ça donne du cholestérol. Et donc, elles vont retirer ça ou on va retirer ça. Et à côté de ça, on va manger des bonbons, des biscuits ou ce genre de choses. Et j'ai parfois des personnes, moi je travaille avec les œufs par exemple le matin en partie, et j'ai parfois des gens qui sortent du cabinet en me prenant vraiment de nouveau pour une dingue, parce que je viens de leur redonner... On m'avait dit que c'était 2 œufs par semaine, maximum. Et ils me disent, et madame, et mon cholestérol. Mais ils viennent de me raconter qu'ils ont mangé un Twix, une gaufre et qu'ils ont bu 2 verres de vin. Je suis là, mais je comprends pas. Mais dans leur tête, c'est vraiment, on voit vraiment qu'ils sont perturbés. Que dans le domaine de l'alimentation, il y a des choses comme ça qui sont très... ou des choses qu'on a entendues à répétition, et donc on se dit... En fait, on se le répète tellement que ça devient une vérité. Ouais, c'est ça, et voilà, mes patients perdent du poids, s'allègent, améliorent leur santé, diminuent leur résistance à l'insuline, améliorent leur diabète, même avec des féculents, matin, midi et soir. Alors après, c'est toujours mieux si c'est possible de manger les féculents sans gluten dans la mesure des possibilités. Et c'est aussi une tendance qui est super fréquente et que j'entends de grands médecins, etc. Et je suis en partie d'accord, mais souvent, quand on veut faire ce genre de choses, c'est-à-dire prendre des féculents uniquement sans gluten, les gens ne sont pas capables de le tenir sur le long terme. Et ça a beau être la vérité que c'est judicieux de manger sans gluten ou sans produits laitiers. C'est difficile. Si de toute façon on ne le tient pas, et si les patients ne le tiennent pas, on aura aidé personne, alors c'est cool, parce qu'on sait qu'on a raison, c'est cool pour l'ego, etc. Mais si derrière notre patient ne le fait pas, on n'est vraiment pas plus avancé. Et c'est déjà tellement compliqué pour eux de mettre des choses en place que si en plus ils doivent déjeuner salé, manger des féculents, de temps en temps peser le bazar, et qu'en plus il faut du sans gluten, du sang. On est fort dans la contrainte et plus dans quel plaisir va... Voilà, d'abord la base, et quand ça c'est fait, après on met des paillettes. Et si on peut retirer le gluten et tout ça, c'est super. Mais de base, si en plus on doit demander ça aux gens, pour eux c'est la contrainte de trop souvent. Tout comme la mesure, est-ce que c'est 110 grammes, 5, est-ce que c'est ça, c'est la... quelquefois c'est 50 grammes et donc pas 56, cuit, pas cuit, parce que enfin voilà, est-ce que du coup c'est l'idée de dire on démarre sur une idée de proportion, mais surtout sur des choses qui sont qualitatives, peut-être moins transformées, pas transformées du tout. Et est-ce qu'au départ, donc moi je calibre. Moi personnellement je calibre. C'est calibré donc en fonction, c'est ce que tu conseilles aussi pour je fais un plan de base en fonction de la taille, de l'âge et du poids, du métabolisme, de l'activité. Donc moi j'ai besoin de calibrer. Bien parce sûr. Que de nouveau j'entends les messages qui disent voilà, il faut se fier à sa faim, sensation de faim, satiété. Moi j'ai parfois des personnes qui font, je vais exagérer, j'exagère, 120, 140, 160, 180 kilos, peu importe, et qui ne déjeunent pas et qui ne dînent pas parce qu'ils n'ont pas faim. De toute évidence, ça ne va pas, puisque le résultat qu'on a n'est pas OK pour la santé. Donc moi, ça me semble aussi intéressant de se dire, OK, on peut écouter ces sensations de faim, satiété, mais elles n'envoient pas toujours le bon message. Alors, admettons, notre sensation de faim et satiété envoie le bon message, nous permet d'avoir un résultat adéquat, une bonne santé. Pourquoi pas continuer ? Chacun fait ce qu'il veut. Mais si nos sensations ne nous donnent pas le résultat qu'on souhaite, ni la santé qu'on souhaite, je vois pas l'intérêt de continuer. C'est qu'à un moment, il faut changer un truc. Moi, je demande qu'on calcule, qu'on pèse dans un premier temps, au moins les 2-3 premiers mois. C'est parfois contraignant, on va pas se mentir, mais ensuite, on est beaucoup plus libre parce qu'on voit les quantités. On voit de quoi on a besoin. Mais si on pèse pas, j'ai des gens qui disent j'ai mis de l'huile, Oui, voilà, c'est ça. Une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, je ne sais pas, j'ai fait les hommes vont avoir tendance à manger un peu plus, peut-être en termes de quantité, mais les femmes, puisqu'il ne faut pas manger de féculents, soir il faut manger peu, elles vont avoir tendance à restreindre. Et dans ces cas-là, elles reviennent vite vers les anciennes habitudes. Autre chose, et donc, pour moi, c'est mieux de calibrer, du moins dans un premier temps. Super. On peut te suivre où ? On peut te découvrir ton travail si, mettons, quelqu'un écoute ce podcast qui ne te connaît pas. Alors, sur Facebook. D'accord. Ça, c'est ma page principale. C'est là où on partage. Porte ton nom, prénom. Diététicienne Anis Lecoq, simplement. Anis Lecoq. J'envoie aussi des newsletters.
tous les dimanches à 20h20 précisément. Donc là, on sait s'inscrire sur la newsletter, sur la page Anaïs Lecoq, diététicienne. D'accord. À partir de là, on peut s'inscrire à la newsletter, et dans ces cas-là, voilà, ça suit son cours. Et donc, on recevra une petite newsletter tous les dimanches. Tu nous as dit que tu partages des recettes aussi. Je partage des recettes. Il y a des choses à je partage des posts aussi. De motivation, des choses au niveau hormonal, etc. J'avais avant une petite page Instagram. Pour le moment, je l'ai laissée un petit peu sur le côté parce que voilà, il y avait beaucoup de travail à faire derrière et j'en avais déjà beaucoup. Mais je compte bientôt la reprendre. Donc voilà, c'est plutôt Facebook et les newsletters jusqu'ici. Super. Voilà. Un site internet aussi sur lequel on peut et le site internet duquel parle la newsletter, donc diététicienne-anaïslecoq.be. Ok, parfait. Super. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais partager dans ce podcast qui te semble important à dire au plus grand nombre de personnes qui écouteront ce podcast jusqu'au bout? Je dirais que il y a une petite phrase que j'ai mise en bas de mes cartes qui est super importante pour moi. C'est voilà, si vous avez la volonté d'y arriver, nous on trouvera le chemin. La vraie phrase, c'est là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Je l'ai un peu remasterisé en mettant voilà, si vous avez la volonté, nous trouverons le chemin. Mais voilà, c'est important. Ça doit partir il faut que vous ayez la volonté et ensemble on trouve le chemin. C'est ça, parce que c'est vrai que ça peut être bon pour l'ego ou rassurant de se dire. Je vais voir une diététicienne. Ouais. Donc j'y vais, je me pose et je me pose. C'est avec ça. Allez, voilà. Un peu comme quand on va chez le psy. Voilà, je me prends en main, maintenant c'est parti. Mais c'est vrai il faut être acteur. Toi, l'idée, est, c'est le plus gros, je suppose, la plus grosse réjouissance possible, la plus grosse satisfaction possible, c'est quand tu vois des personnes que tu accompagnes atteindre leurs objectifs et réussir finalement à aller jusqu'au bout des choses, en tout cas avoir du résultat. Parce que quelqu'un qui vient te voir chez toi, mais finalement qu'on n'obtient pas de résultat, ça doit être aussi une part frustrant. Mais je me dis toujours, tiens, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est ça, parce que ce qu'on veut, c'est que la personne aille bien. Et souvent, c'est mentalement, où les gens n'étaient pas forcément... Bien sûr, on ne doit pas toujours remettre non plus la faute sur le patient. Quand parfois ça n'a pas fonctionné, on a parfois une part de responsabilité aussi, il faut le reconnaître. Mais souvent, je dirais, allez, 75% des cas, il y a quelque chose au niveau psychologique qui n'est pas encore mature et... c'est ça. On dévie. Après, parfois, les gens, ils reviennent. La plupart du temps, ils reviennent. Ils disent, ah oui, j'étais pas prête à ce moment-là. Voilà, je reviens. Maintenant, je suis prêt. C'est ça. Maintenant, c'est le bon moment et on y va. Je suis stable. J'ai mis ce qu'il fallait en place. J'ai mon pourquoi. Je suis prêt. Et maintenant, on prend action. Super. Voilà, c'est ça. Cool. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage. Tu nous as dit où te retrouver. On a toutes les infos. Donc, OK. C'est cool. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Salut, Anaïs.